L'idée de retourner en Écosse me trottait en tête depuis l'année dernière. Les aventures ne manquant pas dans ce pays, je m'étais enfin décidée à réaliser mon premier trip à vélo. Il me fallait commencer quand même par revoir certains points d'organisation. Pour les balades à pied, j'étais rodée, mais pour le vélo, c'était le néant. Et tout ça, c'est parti d'un pari l'année dernière, en disant « Chiche, je les ferai en vélo, ces îles hybrides extérieures, parce que j'y suis jamais allée. » L'arrivée à Édimbourg se fait sous une pluie battante. Les chaussettes sont déjà mouillées, ça sent vraiment l'aventure. Le clapotis des pneumatiques sur les pavés mouillés qui se résonnent sur les pierres grises. Ah, quelle ambiance. Ça m'avait manqué. Le Baxter Hotel nous accueille, et déjà je descends prendre mon premier whisky au Beehive. Demain nous prendrons le train pour Oban, puis nous passerons récupérer nos vélos, et nous embarquerons sur le ferry pour les îles Hébrides. L'aventure commence vraiment. C'est des terres pittoresques à l'extrémité ouest du Royaume-Uni, riches d'une histoire avec de nombreux vestiges gaéliques et celtes, une faune et une flore aussi très variées. Moi, il en fallait pas plus pour me convaincre. Les dénivelés pour un premier trip en vélo sont pas trop importants. Les grandes plages de sable blanc et les collines donneront de la motivation pour avancer. C'était parti. Ah, we missed the sunset. I know, yeah. That's a shame. So close as well. Yeah. Après 4 heures de traversée, nous arrivons à Castle Bay, l'île de Barra. C'est une courte étape, mais suffisante pour voir que les montagnes russes des îles Hébrides vont nous poser quelques essoufflements intempestifs. Bah ça donne chaud cette affaire. Hein. Let's go. On va essayer de monter la tente avant qu'il fasse nuit aussi. Après avoir rejoint le début du circuit et testé pour la première fois l'hospitalité des insulaires, nous faisons le plein de gâteaux pour le lendemain dans une Honesty Box, ce qui nous fera notre petit déjeuner, et nous allons poser notre bivouac, face au coucher du soleil et sous les étoiles naissantes. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme spot de bivouac, et j'attends avec impatience le lendemain pour reprendre mon vélo. Départ au lever du soleil. Les vaches ont disparu des dunes pour laisser place aux lapins qui gambadent. Tom, l'Anglais que nous avions croisé au départ du ferry, nous rejoint. Il est plus rapide que nous. Nous le laissons partir devant. Il y a du monde sur cette île quand même. Je crois qu'il y en a plus dans le cimetière que dans les villages. File de pirates et carlingues d'avion cohabitent avec les casiers à homards. Nous traversons ce décor insulaire, les cheveux au vent et la larme à l'œil. L'air marin, combiné au froid, ont un effet de stérimar efficace. Mes sinus se vident plus vite que ma bouteille d'eau. Et mon estomac aussi. Nous nous arrêtons dans les capitaineries pour se brosser les dents, aller aux toilettes et cuisiner pour remplir nos panses. Enfin, cuisiner. Cuisiner, c'est un grand mot. Tortilla, fromage, jambon à même le sol, on a vu plus grande gastronomie. J'ai mal au cul. Toi aussi, déjà? Bah oui. Ça peut avoir un cuissard. Je perds Pierre et roule une bonne partie solo après le premier ferry qui nous fait passer sur l'île du Whist. Majoritairement plate. J'enchaîne les miles, pause pour recharger le téléphone et le taux de glycémie à coups de cheesecake au musée des îles Hébrides. Ce dernier évoque les expatriations massives qui ont eu lieu vers le Canada. Mon objectif du jour, c'était la visite de la Smokehouse.
Je continue au nord pour arriver avant la fermeture. Au détour d'une pause, Tom me rejoint. Encore un habitué des tripes déconnexion, autonomie et aventure. Nous discutons de nos expériences, de nos vies jusqu'à la smokehouse. C'est en fait le premier jour d'ouverture, me dit la vendeuse en veste de tweed vert. Et ils ne font pas de visite. Bien, dommage. Nous nous sentons obligés quand même de lui prendre quelque chose, devant son air un peu dubitatif. Mais je repars au moins avec le repas du soir, du saumon fumé. Nous repartons, blaguons sur les marécages écossais et essayons de trouver le meilleur spot pour planter notre campement du soir. Nous avons passé les 110 km pour aujourd'hui, c'est suffisant. Prenons maintenant le temps de se geler en mangeant nos tortillas au saumon et en attendant Pierre. Il fait en effet proche de 0 degré et beaucoup de vent. Nous nous réveillons avec le chant des vanneaux huppés, qui ne sont pas avares de leurs vocalises étranges. Cououip, un truc comme ça. La routine du démontage de la tente se fait de plus en plus rapide, et le pop psh familier du matelas gonflable me rappelle avec nostalgie les bivouacs de l'été dernier. Nous séparons notre trio de la nuit et reprenons la route en duo au son du cliquetis régulier du chinamo. Montée, descente, remontée, redescente, passing place et faux plat. Le brise-jambes écossais continue de challenger nos ischio-jambiers, fatigués de la veille. Un petit peu. Les paysages côtiers de Uist Nord nous font oublier la douleur. Moi, je me régale de la côte comme de leurs occupants à plumes. Bernache-Nonette, Vanneau, Vitrier, Courly, Gravelot, Bécassot, Chevalier Gambette, Stern et Eder font de Balranald une réserve idéale pour un séjour ornithologique. Le long de la route, des envolées d'oies sauvages, et devant nous, les tariers pâtres s'échappent dans les buissons. Nous retrouvons Tom et d'autres cyclistes au ferry qui nous emmènent sur l'île de Harris. Je profite de cette heure de pause pour recharger les batteries et l'estomac. J'avais espéré une douche à la capitainerie, mais des toilettes, c'est déjà le Saint Graal. La douche attendra. Débarquement sur Harris. Les paysages qui nous attendent nous mettent du bleu aux yeux. Que nous sommes chanceux de pouvoir profiter de cette mer aux eaux turquoises. Et de ces plages de sable fin qui pourraient faire rougir les Caraïbes si la météo écossaise se décidait un jour à enfiler son costume de soleil plus de 4 jours d'affilée. Et de ces dégradés de brun et de reflets dorés que nous offrent les herbes sèches de la fin de l'hiver. Nous traînons péniblement nos allonges gambettes jusqu'à Tarbet pour le soir. Et parfois, faut bien savoir se traiter aussi. Donc ce soir, c'est dodo au chaud. La journée commence avec un Scottish breakfast. Ah, il en fallait un dans ce périple. Panse remplie et 4 kilos de gras dans chaque jambe, nous reprenons nos pédalages. Ce sera une journée sans. 340 mètres de dénivelé se dressent devant nous avec un vent de face tout du long. Même les descentes se font à la force des mollets. L'inertie étant quasiment nulle avec le poids que je traîne dans les sacoches, la progression devient quelque peu désagréable, malgré les paysages magnifiques. La misère. Sympa. C'est la Bretagne sur les arbres. C'est ça. À contre-vent comme des damnés. Nous traversons Landes et Loch sans voir grand monde, hormis des voitures, qui nous dépassent sans un signe. Je m'étais habitué à être salué chaleureusement à chaque croisement sur les îles Lewis et de Barra. Harris et Lewis, c'est beaucoup plus grand. Transition de météo et d'accueil qui influence la poussée des pédales. Nous poussons péniblement jusqu'à 43 km, 2h30 dit Google, 6h effectives pour nous. Face à l'évidente lenteur du jour, nous décidons de stopper à Ravenspoint,
au lieu de continuer jusqu'à Calais-Niche. Allez, à la niche les vélos, après tout, rien ne presse, sauf peut-être la fenêtre météo. Le matin, réveil désenchanté à la vue des arbres qui se font secouer les branches et des passereaux qui se font du surplace en essayant vainement d'atteindre le jardin du voisin. Il nous faut quand même sortir le nez dehors et pédaler le plus loin possible aujourd'hui. Plus que 2 jours avant la tempête. Au départ, le vent dans le dos me donne de l'espoir sur le timing à tenir, mais une fois passé de l'autre côté de la baie, c'est à nouveau la soupe à la grimace et les crampes aux cuisses. Je trace direction Calais-Niche et ces mystérieux menhirs du néolithique. Une fois la bifurcation prise, le vent pousse à nouveau dans la bonne direction. Une grande ligne droite où les Honesty Box fleurissent et où je m'allège de quelques pennies en faisant le stock de gâteaux. Calais-Niche, survivant d'une culture mégalithique qui s'étendait sur plusieurs siècles, parfois appelée le Stone Age des Hébrides, fait partie de ces milliers de cercles de pierre qui s'étendaient sur toute la longueur des îles britanniques. Le décor de la baie, les montagnes dans le fond, sortent tout droit d'un roman de Tolkien. En approchant à travers la lande, les pierres apparaissent telles des silhouettes sur la crête. Debout parmi elles, je prends conscience de l'ampleur du site. Après la visite, je roule jusqu'à Carloway. Le froid devient mordant et le vent nord-est, plein face, me cloue sur place. Sur la route qui me mène à Guérenan, un jardin me fait m'arrêter. Les jonquilles et jacinthes fleurissent sur les parterres du Blue Pig Studio qui m'accueille. Jen Erlington me demande si je veux un thé et m'asseoir 5 minutes. Je dois vraiment avoir l'air frigorifié. Sans trop hésiter, je lui demande si elle connaît un endroit où je peux passer la nuit. Et puis elle m'accueille. Gentiment. Simplement. Au petit matin, je quitte mes hôtes. Et le vent, lui, par contre, il ferait décoller les pierres. Il s'est pas rendormi. La traversée du Marais des Morts m'attend. La route est droite, mais la bicyclette oscille entre les deux bords. Les moutons s'enfuient à mon approche. Quelle sauvagerie barbare à 2 roues peut être aussi bien lente. Suspicion dans leurs yeux de diable à coton. 4 heures de bataille acharnée et 15 mouchoirs usagés viennent à bout de cette matinée. À Stornoway, je commande une soupe brûlante, anesthésiée par le froid. Je ne ressens plus grand-chose. Les serveurs me regardent avec compassion et sourire bienveillant. Je me dirige vers le Ebb Hostel. Je saute sous la douche. Je n'en ressortirai qu'à condition d'être bouillie vivante. Les extrémités finissent par passer du blanc violacé au mortuaire au rouge écrevisse. Une après-midi à grelotter sous la couette. Christine m'apporte du thé. Les Hébrides ne sont pas les îles les plus hospitalières du monde, mais leur population est de loin la plus chaleureuse que j'ai rencontrée jusqu'à présent. Le lendemain, plus de vélo, trop de vent. J'ai fini en bus, jusqu'au cul de l'île, avec mes voisines de chambre. C'était notre dernière chance avant la tempête. Après, ils annoncent des rafales de 110 km/h. D'ailleurs, le ferry ne circule plus. C'est ça aussi la vie des Hébrides. Il faut s'adapter à la météo. Nous resterons donc coincés à l'hôtel pendant 3 jours, avec notre équipe de survivalistes. Et j'aurais passé dans cette auberge des moments de partage inattendus. Et tellement beaux. Des moments que je n'oublierai jamais.